cette journée spéciale conflit en Afghanistan, animée par Amnesty International et l'association AFRAN, Amitié Franco-Afghane. Donc pour ceux et celles qui ne connaissent pas Amnesty International, donc c'est une association qui a été créée en 1961, donc qui est dans la sensibilisation et la formation de l'opinion publique et qui veille au respect des droits humains partout dans le monde. Donc, comme vous pouvez le constater, nous allons fêter dignement les 50 ans, le 28 mai prochain, les 50 ans d'Amnesty International. Donc, pour en revenir à cette journée, donc cette journée a été organisée, elle a finalement pour but de montrer un autre regard sur le conflit en Afghanistan. Donc, nous avons une certaine approche par le biais des médias. Et grâce à l'intervention de Wali Mohammadi, qui est afghan lui-même et qui vient de publier un livre de Kaboul à Calais, va nous permettre d'avoir un autre regard sur ce conflit, également ce qu'il a vécu là-bas, et c'est un témoin direct et privilégié donc de ce conflit. Bonjour à tous. Voilà, je suis Wali Mohammadi, je viens de l'Afghanistan, je viens de Kaboul, de capitale de l'Afghanistan. Je suis arrivé en France en janvier 2003. Et actuellement, je suis installé à Lille. Et voilà, aujourd'hui, merci de m'avoir offert ce moment-là pour pouvoir en parler, en témoigner de l'Afghanistan et de tous ces réfugiés qui arrivent dans la région Nord-Pas-de-Calais, et que j'en faisais partie il y a 7 ans maintenant. Et voilà, je voulais un peu en parler, mettre un visage sur tous ces fantômes qu'on croise un peu partout dans la région, et en témoigner un peu en leur nom, sans m'approprier quelque chose. Et voilà. Je voudrais parler en fait au nom de tous ces gens qui n'ont pas d'identité officielle, mais voilà, mais ça reste quand même des êtres humains en fait. Voilà, je suis arrivé en France il y a 7 ans et j'ai quitté l'Afghanistan, j'avais un peu plus de 15 ans et demi. Et j'ai mis 3 mois et demi sur la route pour arriver jusqu'à Calais, à Calais. Et la cause de mon départ, c'est surtout cela que je voudrais en parler. La cause n'était pas pour voir ce qui se passe ailleurs et de aller chez les autres en fait. En gros, c'était surtout de me sauver la peau, et c'est le droit de n'importe quel être humain sur cette terre en fait. Et durant cette guerre, comme vous savez tous, actuellement ça fait plus de 31 ans qu'il y a la guerre en Afghanistan. Ça a commencé avec l'invasion soviétique en 1979 et que ça détruit ou ça anéantit pas mal des Afghans et pas mal de familles, et c'est à partir de là que ça a commencé. Et durant cette guerre maudite, il y a eu j'ai perdu pas mal de gens proches, de familles proches. Et je voulais surtout insister sur le fait que les gens ici, notamment les parlementaires ou bien les hommes politiques, des fois ils pensent que tous les Afghans, presque tout le monde a envie de venir ici en Europe, ou alors notamment en France. Je voudrais dire le contraire, parce que en fait, tout le monde aime leur pays, tout le monde aime rester avec les gens qui vous a façonné, que vous avez grandi avec. C'est l'endroit où vous avez grandi, et c'est faux, c'est faux d'aller voir ailleurs et de tout quitter. Puisqu'on arrive ici, on commence tout à zéro, on apprend la langue, on apprend à vivre, enfin, pour faire les papiers, pour s'installer, on met pas mal de temps, on perd beaucoup de temps, et voilà.
Et c'est ce qui s'est passé pour nous, en fait. Voilà, durant cette guerre, j'ai perdu mon père à l'époque des talibans en 1998. Après, on est allé se réfugier avec ma mère et mon jeune frère. On est allé en Iran. Et on s'est installé là-bas pendant les 2 ans, comme un petit peu plus en fait. Et à l'arrivée des Américains et ses alliés, on a retourné en Afghanistan pour montrer qu'en fait les gens ils aiment leur pays, qu'ils aiment leur patrie. On a retourné en Afghanistan en 2002. Vers mars 2002, on a retourné en Afghanistan et on est allé à s'installer à Kaboul chez nous. Et là, à peine 6 mois passés, en fait, il y a eu un attentat en plein centre Kaboul. Et c'était pendant le gouvernement de Karzai, en présence des Américains et tout ça. Et il y a eu un attentat, et dans cet attentat, il y a eu plus de 200 personnes qui étaient mortes. Il y a eu un peu plus de 350, voire 400 personnes de blessés. Et durant cet attentat, j'ai perdu l'être le plus cher au monde, que c'était ma mère, pour moi. Et à partir de là, j'ai perdu l'espoir. Je me suis dit que le monde est fini de toute façon, il n'y aura plus d'espoir, parce qu'en fait, durant cette guerre, j'ai perdu mon père, j'ai perdu 2 de mes frères pendant la guerre civile, j'ai perdu une petite sœur, j'ai perdu ma mère, c'était finalement en 2002, et là il ne me restait plus rien, il restait qu'en fait au total on était 6 frères et sœurs, il ne restait plus que mon jeune frère et ma sœur, qu'elle était déjà partie, en fait elle était partie, elle était mariée et son mari était en Angleterre, il était parti là-bas. Et là je voyais plus l'avenir là-bas, je me suis dit si je reste là-bas, je vais mourir aussi comme le reste de la famille. Alors je vais faire quelque chose pour pouvoir sauver ma peau et donner un avenir pour mon jeune frère, qu'à cette époque lui il avait 13 ans et je me sentais responsable. Et c'était un poids sur mes épaules et je voulais lui construire un avenir. En fait, dans ma tête, c'était tellement vieux que je pensais que pour moi c'était terminé et qu'au moins faire quelque chose pour lui, parce que je me sentais responsable de lui. Et à ce moment-là, j'ai décidé de tout vendre. En fait, je suis pas venu. La raison de mon arrivée en France, c'est pas économique. Je suis pas venu pour travailler ou pour etc. En fait, on était ni riches ni pauvres, on avait de quoi se nourrir, de quoi vivre correctement. En fait, j'ai vendu tous les biens qui restaient de mes parents et j'ai laissé un peu d'argent pour mon jeune frère. Et j'ai confié mon jeune frère avec une famille et j'ai laissé de l'argent pour lui. Après, j'ai quitté l'Afghanistan. Et comme vous pouvez le constater sur la carte, je suis parti au Pakistan. Et après le Pakistan, j'ai traversé tout le long du Pakistan pour arriver sur la frontière Iran. Et après l'Iran, je suis venu en Turquie. Et après la Turquie, en fait, j'arrivais en Turquie. J'ai resté bloqué 1 mois là-bas. C'était en novembre-décembre 2002. Et j'ai parlé avec plusieurs passeurs, comme ça coûtait très très cher que de traverser la Méditerranée. Avec eux, ça coûtait très cher. J'ai parlé avec mes amis, d'autres gens qui étaient dans la même situation que moi. Et on a acheté des bateaux gonflables, les bateaux que vous avez déjà, sûrement vous avez acheté quand vous allez en vacances pour vos enfants. Et avec ces bateaux gonflables, en fait, j'ai traversé la Méditerranée pour partir de Turquie jusqu'à une île grecque. Je crois que c'était l'île Rhodes, c'est les îles sur la carte, et je suis allé là-bas. En fait, c'était la première fois que je voyais la mer, et avant ça, comme à l'Afghanistan, on n'a pas d'accès à la mer, et j'ai jamais eu la chance d'avoir la mer. Et la sensation, c'était fort. J'étais obligé de le traverser pour sauver ma peau, et en même temps, j'avais très très peur et enthousiaste. Voilà. C'était un mélange de tout. Et finalement, voilà, avec ces bateaux-là, on était à 6 personnes. On a traversé avec 2 bateaux gonflables. On est arrivé sur l'île grecque, et ensuite, je suis parti à Athènes. Et à Athènes, je suis parti sur l'île de Petra. Et à l'île de Petra, je suis monté dans j'ai fait plusieurs tentatives en Grèce.
de monter dans les camions, quand vous avez déjà vu dans les reportages, voilà, j'ai fait ça, voilà, c'est un fait. Les gens ils le font, je ne l'ai pas fait tout seul, il y a des millions de gens qui font, il y a des millions, il y a des milliers de gens qui l'ont fait avant moi, qui le feront après. Tant qu'il y aura la guerre, il y aura des réfugiés, il y aura des jeunes qui vont quitter leur pays. Et voilà, c'est les conséquences de la guerre. Et après, voilà, ensuite, pour la suite, l'histoire, j'ai monté dans un camion et ce camion a monté dans un bateau et le bateau est arrivé à Venise. Et je suis arrivé à Venise et j'étais un petit peu, j'ai mis je crois qu'un peu plus de 28 heures ou 30 heures. Et j'avais que quelques raisins de sel dans ma poche, avec ça que j'ai essayé de récupérer durant cette période. Et déjà que j'étais pas gros parce que j'avais beaucoup marché avant, j'avais marché pendant les 1 semaine et 2 en fait entre la frontière de l'Iran et la Pakistan, on marche beaucoup. Après entre la Turquie, la Grèce, entre la Turquie et l'Iran, c'est aussi dur de traverser la montagne, le désert. Et je suis arrivé un peu à bout de souffle et finalement, je suis arrivé à Venise. Je ne savais pas que c'était une ville très très importante et que tout le monde aimerait le voyager. Et quand je suis arrivé à Venise, je pensais que c'était une ville inondée et j'ai eu peur. Je suis parti de Venise en fait. Je voulais me sauver plus vite, alors j'ai eu peur. Au lieu de partir, j'ai demandé à la gare s'il y avait un billet pour Paris. On m'a dit que non, il n'y a pas, mais il y avait un billet pour Lyon. Mais je ne savais pas que Lyon c'était en France, alors dans ma petite tête à cette époque-là, je m'opérais par rapport à capitale à capitale. Alors j'ai demandé un billet pour Rome. Sur la carte, quand je regarde aujourd'hui, j'ai fait un grand détour de Venise et je suis parti à Rome. Et de Rome, je suis parti, j'ai pris un même ticket pour Milan et de Milan. Ensuite, je suis revenu finalement, j'ai compris que Lyon c'était en France et de Milan à Lyon à Paris et finalement de Paris à Calais. Et c'était le 1er janvier 2003, je suis arrivé à Calais. Et j'ai traîné comme ça pendant les 2 semaines, j'étais comme ça, sous les ponts, au parc, dans les maisons de ruines, des maisons abandonnées. Et plusieurs fois, en fait, je me suis attrapé par la police, ce qui était normal parce que j'étais un sans-papier illégal. Et j'ai connu plusieurs centres de rétention. Et après, on m'a lâché parce que normalement, par des règles internationales, par des conventions, tout ça, on ne peut pas garder ou expulser les Afghans parce que c'est un pays en guerre. Et voilà. Et finalement, un beau jour, que j'ai fait plusieurs tentatives aussi. En fait, pourquoi je suis arrivé à Calais? Parce que j'ai une sœur qui habite en Angleterre et je voulais la rejoindre puisque j'avais perdu toute ma famille et c'était la seule. J'avais besoin de voir de la famille, j'avais besoin de trouver ma famille et c'était ma sœur et je voulais la rejoindre absolument. J'ai fait plusieurs tentatives, j'ai pas réussi. Et finalement, un beau jour, j'ai rencontré une famille française qui m'ont proposé d'aller dormir chez eux pour une nuit et prendre une douche. Au départ, j'avais un petit peu peur parce que j'avais entendu pas mal de choses et ça existait, c'est vrai, j'étais déjà, notamment en Grèce, il y avait des gens, toutes sortes de gens qui tournaient autour de démonies, notamment même à Calais même, j'étais un peu victime d'un pédophilie, mais heureusement que voilà, j'ai vite réagi. Et j'avais peur quand même, finalement je suis allé sur le point où j'étais, rien n'avait d'importance et je me suis dit, après tout, qu'est-ce qui va m'arriver plus que ça, voilà, j'y vais, on y va. Finalement je suis allé. Et cette famille, au départ c'était pour une nuit. Et ça m'a arrangé parce que je n'avais pas dormi depuis 3 mois et demi, 4 mois dans un endroit chaud, ni mangé un repas chaud. Et voilà, j'étais content de passer une nuit à un endroit chaud quand même. Et finalement, cette famille est devenue ma famille. Et j'ai resté chez eux au lieu de 5 ans. Et aujourd'hui, ils sont devenus comme ma propre famille. Et voilà, c'est une famille des cœurs. En gros, c'est des gens formidables. C'est des gens comme vous et moi. Et grâce à ces gens-là, j'ai pu entamer une nouvelle vie. C'était une renaissance pour moi. Voilà, parfois des gestes, des petits gestes, ça peut faire des grandes choses. Et voilà, finalement, cette famille
c'était une renaissance. La Calaisie, ça a devenu une renaissance pour moi. Ils m'ont inscrit au collège. Et après, ils m'ont obtenu des papiers. Et voilà, ils m'ont aidé jusqu'au bout, jusqu'à ce que je puisse voler avec mes propres ailes. Et je voulais aussi, en fait, témoigner et remercier la France et les Français, tous ces bons gens qui viennent en aide à ceux qui en ont besoin, alors qu'ils ne sont pas obligés, qu'ils peuvent faire autre chose. Voilà, ils consacrent leur temps à aider les gens qui sont dans le besoin, et je voudrais leur remercier et leur rendre hommage à travers mon livre, à travers des interviews que j'ai fait à chaque fois. Voilà, c'est des gens formidables, c'est des gens avec des grands cœurs qui font tout ça. Et voilà, et en même temps remercier cette famille qui m'ont aidé dans la situation dans ma situation. Et bien finalement, un jour, j'ai eu mes papiers, je suis allé en Angleterre, l'Eldorado que j'ai rêvé. Je suis allé, j'ai resté qu'un mois et je suis revenu en France. Quand on m'a demandé pourquoi je suis revenu en France, j'ai dit que je suis très attaché à la France et aux Français. Et c'est pour cette raison-là que je suis venu, et ça m'a pas plu la culture anglo-saxonne, et ça m'a pas plu surtout la vie à Londres. Et voilà, maintenant ça fait plus de 7 ans que je suis en France. Et des fois on voit aussi, il y a des débats qui parcourent un peu le pays, et je voudrais dire que j'aime n'importe quel autre Français, la France, et je défendrai ses valeurs et ses principes. Et que voilà, parfois on peut naître ailleurs et grandir ailleurs et aimer la France et défendre ses valeurs. Et que aimer aussi son pays natal et participer et faire quelque chose pour là-bas et ici et faire la pont entre ces deux pays-là. Et voilà, je voulais en témoigner, je voulais parler de tout ça. Je ne m'approprie absolument rien et je ne suis pas porte-parole à qui que ce soit. Je viens à titre personnel pour en témoigner, parce que le témoignage, c'est le devoir de n'importe quel citoyen, pour parler de toutes ces erreurs qu'il y a eu dans le passé et qu'il n'y aura pas à l'avenir, pour que les gens y sachent. Parce que les médias, ils en parlent souvent de l'Afghanistan, mais à chaque fois, on montre que l'image de la guerre. Et on en parle ici souvent des réfugiés. Je voulais en parler que voilà, derrière tous ces gens-là, il y a des histoires, il y a des familles, et c'est des gens comme moi et vous. Ça peut arriver à tout le monde, ça peut arriver, imaginons, j'espère pas un jour. Il y a eu déjà, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu la guerre en France, il y a eu des gens qui se sont réfugiés un peu partout, c'est passé. Mais voilà, en Afghanistan, on peut faire un peu la comparaison. Aujourd'hui, il y a la guerre, les gens ils se sauvent. Ils arrivent ici dans l'espoir de trouver un refuge et une vie meilleure, jusqu'à ce que les choses ça se calme. Et voilà, seule chose que je suis sûr, qu'on ne peut pas régler la question en Afghanistan par le biais de guerre. Parce que le peuple afghan, c'est un peuple guerrier, c'est un peuple fier, et ils défendront toujours leur patrie, leur terre. Et dans le passé, l'histoire il nous a montré ça, que les Anglais n'ont pas pu avec leur puissance dans le 19e, les Russes ils n'ont pas pu non plus en 20e. Et aujourd'hui, les Américains ils ne pourront pas en 21e. Le problème que les combats qu'on peut mener, bien sûr, c'est les combats par l'éducation. En fait, il y a une chose que je ne comprends pas, en fait, on veut imposer à un pays la démocratie où les gens, ils sont tous, il y a 95% des Afghans, ils sont analphabètes. Dans un pays où les gens, ils ne peuvent pas savoir lire et écrire, la démocratie ne marcherait pas. Je pense qu'il y a d'autres manières pour notre ancienne méthode, que ça a marché par le chef des clans, les l'UAJK, tout ça, ça a marché dans le passé. C'est comme ça que ça a fonctionné. La modèle démocratie, le mot démocratie, selon les pays et l'endroit, n'a pas la même signification. Et surtout, en Afghanistan, aujourd'hui, les gens sont analphabètes, ça ne peut pas marcher. Ils ne peuvent pas connaître leurs droits ni leurs devoirs, donc ça ne marchera pas. Il ne peut pas leur imposer ce modèle-là, là-bas. Voilà. Et puis, comment on peut mener, on peut, je sais pas, construire des écoles pour que les gens s'informent par le biais d'éducation, construire des hôpitaux pour que les femmes, enfin, il y a, je crois, enfin, si mes mémoires sont bonnes, il y a 4 femmes sur 10 qui meurent au moment d'accouchement parce que les conditions, il n'y a pas beaucoup d'hôpitaux en Afghanistan. Et surtout, travailler un peu là-dessus, côté éducation, côté économie, côté santé.
Je crois que c'est la bonne manière pour aider les peuples afghans, lieu que de les vendre des armes sur eux et les apporter des kalachnikovs et des armes pour qui tuent l'un l'autre, il a influencé. Et voilà, je pense que c'est les combats qu'on peut mener. Et alors, pour surmonter vos peurs, Alors, c'est un long travail à faire. Au début, en fait, jusqu'à 3-4 ans, je faisais des cauchemars quotidiennement. Je faisais tellement... En fait, mes cauchemars avec mes compatriotes, les autres amis, quand je parle, sont un peu identiques. Je rêve, en fait, j'ai fait des cauchemars que je tombe dans un puits et que j'arrive jamais au fond de cette puits. En fait, quand j'ai parlé avec mes amis, c'est souvent, en fait, ils m'ont dit la même chose. Et lors de mes traversées, comme j'avais très peur de la mer, que je ne savais pas nager, je croyais que j'allais mourir à la mer parce que notre bateau, il commence à se dégonfler. Et je croyais que j'allais mourir. Et à ce moment-là, à chaque fois, ça arrivait dans mes rêves. Et je pensais aller mourir noyé. Et à ce moment-là, que je commençais à me réveiller en criant. Je criais tellement fort que mes parents adoptifs, ils se réveillaient dans ma chambre à côté. Et tout ça, c'est un long travail à faire avec l'aide de tous ces bons gens qui m'ont aidé, qui m'ont entouré, qui m'ont montré leur amour, qu'il existe d'autres mondes que la guerre. En fait, au début, je ne pensais pas qu'il allait y avoir un autre monde qu'on pouvait voir. On peut imaginer des rues sans les tanks, sans les chars. On pouvait imaginer des endroits sans les soldats avec leurs armes dans leurs mains. Et tout ça, pour moi, c'était un peu inédit. Et du part, quand je suis arrivé au début, quand c'était à la campagne, il n'y a pas grand-chose qui bougeait. Et la période de chasse, quand ça commence à s'ouvrir, des fois, il y avait des chasseurs qui tiraient. Je me suis dit, bah voilà, aujourd'hui, au moins, ça vit. Parce que pour moi, la vie, c'était la guerre. Les gens qui tirent, tout ça. Parce que je suis né à l'intérieur, comprenez-moi. Parce que je suis né pendant la guerre, grandi pendant la guerre, je n'ai pas connu autre chose que la guerre. Et bien finalement, je me suis sauvé de cette guerre. Donc voilà, je ne pouvais pas imaginer une vie sans. Et après, au fur et à mesure, ça est venu à l'école. Et tous ces bienfaits de la République qui ont fait qu'aujourd'hui, j'ai surmonté toutes ces peurs-là. Mais ça m'a resté marqué jamais. Et voilà, j'ai toujours, une mauvaise image des gens qui ressemblent aux talibans et aux passeurs. Nous vous redonnons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de... Le Furet Mulhousien, oui.